Hello les amis, c'est Valérie. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en belle énergie à l'arrivée de ce mois d'octobre. Pour entrer directement dans le vif du sujet, en fait, j'ai envie de vous parler management et là un peu plus particulièrement recrutement. J'ai jamais été officiellement DRH, mais dans les diverses fonctions que j'ai pu occuper, je crois que j'ai dû participer à plusieurs centaines de recrutements et j'ai pu observer plusieurs erreurs, des mauvaises pratiques, et que ce soit côté candidat comme recruteur, sachant que moi-même je me suis retrouvée dans les deux positions à un moment donné de ma vie. Et en fait, j'ai eu aujourd'hui envie de vous parler de ce sujet parce que j'ai pu en débattre avec différentes personnes récemment, différents interlocuteurs et dans différentes circonstances. Et pour vous donner un exemple, un groupe Facebook dans lequel je suis, c'était une directrice d'agence d'intérim qui recrutait, ce qui était plutôt une bonne chose, mais elle mettait en avant de façon un peu lourde, on va dire, le fait qu'il proposait des CDI. Et cette mise en avant un peu trop insistante fait que j'ai réagi et je lui ai dit que s'ils n'avaient pas de candidats, c'est peut-être parce que c'était pas forcément la priorité des gens de trouver un CDI et qu'il y avait peut-être autre chose derrière. Et donc en regard de ça, elle m'a contactée et puis on a eu un long échange assez sympa. Et puis dans la foulée, j'ai eu d'autres échanges avec d'autres recruteurs, etc. Et tout ça, ça m'a interpellée parce que j'ai l'impression que ça n'évolue pas ou très lentement. Et il y a 3 points principaux sur lesquels je voudrais revenir et qui a suscité cette réflexion. Alors je ne vais pas vous citer toutes les anecdotes parce que sinon il y en a pour des jours. Mais les 3 points principaux déjà, c'est le premier, ça va être les délais. Et j'aurais même envie de dire, avant de parler des délais, il y a déjà ne serait-ce que accusé réception de la candidature. Parce que il y a le côté recruteur, certes, qui peut être dans une certaine forme d'urgence. Ça, on y reviendra également. Et puis il y a le candidat. Le candidat, il ne sait pas. C'est, j'ai envie de dire, pour parler vulgairement, ni oui, ni non, ni merde. Donc déjà, c'est perçu pour les candidats par un grand manque de respect. Donc même s'il y a une poursuite de la candidature, quelque part, d'entrée de jeu, ça biaise la relation. Ça biaise la potentielle relation, parce que consciemment ou pas, le recruteur sait que le marché de l'emploi est tendu, qu'il va avoir une pléthore de candidats et qu'il n'aura plus qu'à faire son marché parmi les candidatures reçues. Et quelque part, ça c'est malsain, parce que implicitement, ça induit un éventuel rapport de force qui n'est pas bon. Quand il y a un recrutement qui est fait, c'est qu'il y a un besoin. Et après, il y a un besoin en personnalité et en compétences. Et un recrutement, ça marche dans les deux sens. Il n'y a pas un rapport supérieur-inférieur. Le candidat a des services qu'il veut proposer. Donc voilà, le recrutement, c'est un échange, ce sont des rencontres et une mise en adéquation ou pas des attentes des deux protagonistes. Et pour revenir à cette histoire d'accuser réception, ne serait-ce que avant d'évoquer la suite du process, créer une boîte mail spécifique pour le ou les 10 recrutements avec un accusé réception envoyé en automatique, avec un mail type explicitant brièvement le process du recrutement, les principales échéances, c'est quand même pas très compliqué. Au moins le candidat il se sent considéré, il sait à quoi s'en tenir. Après, charge à lui aussi effectivement de mettre ses propres échéances de suivi et de rappel derrière. Mais fonctionner ainsi, ça serait des démarches adultes et matures, mais il y a quand même très peu de sociétés qui le font. Et là, on va arriver au délai de recrutement. Et là encore, les candidats et les recruteurs, ils ne parlent pas le même langage. L'entreprise, elle est dans ses propres urgences, dans son quotidien, elle laisse passer le temps. L'urgence du candidat qui est en attente d'une réponse n'est pas du tout la même. C'est pour ça que je parlais en préambule du délai et de l'accusé réception. Mais pour certains recrutements, ou en plus, parfois il y a même un cabinet de consulting en amont, il faut mobiliser 2, 3, 4 collaborateurs pour ce dit recrutement. Et ça y est, c'est parti, on est parti pour des délais entre 3 et 6 mois. Mais c'est beaucoup trop long. Faut savoir ce qu'on veut, quoi. On veut recruter, mais pas prendre de risques. Donc déjà, là aussi, le postulat de départ, il est tout faux, quoi. Parce que quand on recrute des personnes humaines, et que par essence,
l'humain évolue, donc le risque zéro, il n'existe pas. Et la personne qui sera recrutée à T, elle sera plus la même à T plus 1 an, plus 2 ans, plus 5 ans. Et puis au-delà de ça, moi pour l'avoir vécu à certains moments, à titre perso, une boîte qui met 4 à 5 mois pour se décider pour un candidat, ça m'a toujours interpellée quant à sa capacité à prendre des décisions. Et puis ça m'interpellait aussi en me disant si ça fonctionne comme ça en interne et que le circuit décisionnel il est aussi long dans l'exercice du job au quotidien, moi là aussi ça met des bip bip quand même. Hein. Mais le fait d'avoir des délais aussi longs, en plus, ça a double effet sournois, j'ai envie de dire. Parce que, je vais prendre un exemple, entre l'identification du besoin en recrutement, l'accord donné pour budgéter un poste ou pas, ou recruter sous différentes formes. Ça peut prendre parfois 1 à 2 mois, voire plus. Après, si on rajoute à ça les délais de recrutement de 3 à 6 mois, pour certains postes, au cumul, ça veut dire qu'on arrive entre 1 à 8 mois entre l'évaluation du besoin pour l'entreprise et la prise de poste effective. Il y a pas mal d'hommes là. Est-ce que le besoin de l'entreprise, par exemple, il n'a pas évolué entre-temps ? Je sais pas, on peut peut-être se poser la question quand même, non ? Et puis le deuxième point, c'est qu'avec des délais aussi longs, il y a aussi le risque de ne pas avoir le candidat qu'on avait peut-être présélectionné, parce que les candidats, ils n'attendent pas, quoi. Ils ont aussi leur vie à mener, et voilà. Donc au bout d'un moment, le paradigme a aussi changé à ce niveau-là. Alors dans le même style, même si le contexte était un peu différent, j'ai eu aussi l'opportunité d'échanger avec des patrons de PME, par exemple, qui se plaignaient de ne pas arriver à recruter, que les jeunes d'aujourd'hui ne voulaient plus travailler, etc., etc. Donc je me suis quand même permis de leur dire que si déjà ils partaient avec cet état d'esprit, effectivement ça allait être difficile. Et puis les inviter aussi à s'interroger, mais qu'est-ce qu'ils prévoyaient pour les intégrer ? Comment pouvait se faire la transmission des savoirs, des compétences, etc. et l'intégration au sein de l'entreprise. Et je lui ai suggéré, notamment un en particulier, de réfléchir un petit peu plus avant d'être systématiquement en réaction et de dire c'est les candidats qui sont mauvais, quoi. Si ça marche pas, peut-être qu'il peut être pertinent d'essayer autre chose, de porter un regard différent et puis effectivement d'envisager de nouvelles pratiques parce que ce qui pouvait fonctionner il y a 5, 10 ou 20 ans, ça marche plus. Alors avant de critiquer, peut-être que lui en tant que patron, c'était peut-être lui qui concrètement pouvait se remettre en cause dans sa façon de faire, dans sa façon peut-être de gérer et de manager son entreprise. Et je me suis également permise de lui rappeler que bien sûr sa boîte c'était son bébé et que son investissement personnel était en conséquence, etc. Mais pour les collaborateurs ou pour les futurs collaborateurs, potentiellement ils peuvent pas avoir le même investissement. Dans l'absolu, ils s'en foutent, c'est pas leur boîte, quoi. Et que si c'est pas sa boîte à lui, ça sera une autre pour eux, quoi. Alors oui, ça pique, les égos ils en prennent un coup, on est bien d'accord. Et je me suis aussi permise de leur rappeler que c'est eux les boss, c'est eux qui donnent l'impulsion et donc les ressources. Et donc par rapport à ça, si lui ne change rien, il ne se passera rien. Ils vont se retrouver confrontés aux mêmes résultats et aux mêmes problématiques. Pour les titiller un petit peu, je leur ai demandé aussi, je les ai interpellés en leur demandant mais dites-moi pourquoi moi j'aurais envie de travailler avec vous, qu'est-ce qui peut me faire envie ? Donnez-moi des arguments. Et c'est là où, à part me dire que c'était un CDI, il n'y avait pas beaucoup d'arguments derrière, quoi. Et par rapport à ça, effectivement, en quoi ils sont attractifs ? Et c'est là où la donne a changé, et c'est là où les états d'esprit doivent changer. Et qu'ils le veulent ou pas, effectivement, il y a d'anciens modèles, d'anciens process font pas du tout rêver les générations plus jeunes, parce que eux, ils ont vu leurs grands-parents ou leurs parents s'éreinter, être même maltraités, parfois, et ils n'ont pas du tout envie de tomber dans ces mêmes schémas. Et pour parler vulgairement, ils n'ont pas envie de s'emmerder. Et si, encore il n'y a pas si longtemps, quelqu'un faisait carrière dans la même boîte, avec cette espèce de loyauté, pour pas dire d'asservissement, à un patron tout puissant, ça c'est fini, et puis ça fait longtemps que c'est fini. Sauf que certains patrons ont encore beaucoup de mal à l'entendre et à le comprendre. Et s'ils peuvent le comprendre intellectuellement parlant, le discours quand même derrière, c'est oui mais chez nous c'est pas pareil.
Et dans les faits et dans les actes, ils ne changent rien à leur pratique. Leur ego prend le dessus, et je pense que c'est là où ils se trompent. Parce que s'ils continuent à fonctionner avec ces vieux clichés, en mode j'achète la paix sociale quand c'est nécessaire, leur management qui est ou qui devient toxique, et ben derrière c'est quoi? C'est des collaborateurs qui vont faire juste ce pourquoi ils estiment être payés, pour effectivement recruter, le bouche à oreille va faire qu'ils n'auront pas forcément une très bonne réputation, et les collaborateurs ne sont plus ni mobilisés ni engagés, et ces mêmes patrons ne comprennent pas pourquoi. Et je crains malheureusement que s'ils continuent sur cette lancée, ils vont aller dans le mur. Alors oui, aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'étranger, on parle de la grande démission. C'est une tendance dont on parle aujourd'hui, mais ça fait très longtemps qu'elle est amorcée. Alors oui, ces dernières années, bien sûr, on a mis quelques rustines, on a parlé de management bienveillant, d'empathie, de management participatif, etc. Mais c'est beaucoup de blabla qui se traduisait pas forcément par une réalité de terrain. On le voit juste aujourd'hui, mais justement parce que nous sommes dans un contexte mondial très particulier qui a suscité de très nombreuses prises de conscience. Et ça, c'est pas du tout une question d'âge ou de génération ou quoi ou qu'est-ce, mais ce contexte a permis justement cette accélération, et c'est clair que les gens n'ont plus envie de s'emmerder. Et le changement profond, que certains n'ont pas voulu encore entendre, c'est que le travail n'est plus du tout le pivot central de la vie de beaucoup de personnes. Et l'équilibre vie pro, vie perso, mais surtout l'équilibre global de vie et la quête de sens deviennent prioritaires pour une majorité de personnes. Et toutes les cosmétiques du genre baby-foot, QVT, etc., ça suffit pas. C'est gentil, moi je veux jamais décourager les bonnes volontés, et certes ça peut être des petits plus parfois appréciables, mais si tout ce qu'il y a à côté, avec un management toxique, une ambiance merdique, parce que la compétition fait rage, que la reconnaissance intrinsèque des individus n'est pas là, que les salaires sont pas à la hauteur, qu'il y a un décalage entre les paroles et les actes, et que le manque de congruence, c'est le lot quotidien, tous ces artifices, ils ne serviront à rien. Parce que vous aurez des gens qui partiront à la première occasion, ou alors des arrêts maladie et gogo, c'est une autre variante. Et c'est là où on peut rencontrer de nombreuses frictions qui sont, j'ai envie de dire, symptomatiques. J'ai envie de dire symptomatiques de l'état d'avancement des prises de conscience des uns et des autres. Et c'est là parfois, ça devient le grand écart, parce que certains ne se rencontrent plus, certains ne parlent plus le même langage, et les attentes sont plus les mêmes. Alors messieurs et mesdames les recruteurs, si je pouvais me permettre de vous donner juste quelques conseils tout bêtes, tout simples. Soyez simple, faites preuve de transparence, faites preuve d'humilité. Et je vais vous présenter ces 3 notions en 6 points. Le premier, commencez par arrêter de faire des annonces alambiquées, de chercher des moutons à 5 pattes que vous allez rémunérer avec des salaires plutôt médiocres. Alors oui, je sais, l'argument en France, c'est les charges, la fiscalité, blablabla. C'est vrai. En France, c'est clair que l'administratif est particulièrement fastidieux et lourdingue pour les entrepreneurs. On voudrait décourager les gens que l'on s'y prendrait pas autrement. Ok ? Mais il faut aussi arrêter de se cacher derrière son petit doigt et arrêter l'hypocrisie, parce que de l'argent, il y en a, l'abondance, elle est là. Bien que certains nous disent le contraire. Mais la première volonté d'une entreprise, en règle générale, est de rémunérer l'actionnaire et de lui verser des dividendes. Et même si ce n'est dit qu'à mot couvert, toutes les entreprises fonctionnent sur ce schéma, non dit mais implicite. Alors bien sûr, ça varie selon la taille et la structure de l'entreprise, mais ça reste le premier but. Et peut-être que c'est pas pour rien qu'en France, il n'y a aucune éducation ni culture financière, ou presque, sauf pour certains très particuliers, mais c'est loin d'être le cas de la majorité de la population. Le deuxième point, arrêtez des descriptions de postes où il n'y a que vous qui vous comprenez. Vous parlez avec votre jargon, le jargon éventuel de votre entreprise, sans le mettre à portée de main des candidats. Et après, vous vous étonnez d'avoir du mal à recruter. Mais là aussi, si on décrypte un peu les annonces, ce type d'annonce trop chargée ou pointilleuse, derrière, ça révélera souvent des process et des procédures qui sont tellement compliquées au sein de l'entreprise, des process qui s'apparentent plus à des usines à gaz qu'à autre chose. Soyez clair d'entrée de jeu.
Il y a combien de candidats et de recruteurs qui respectivement sont déçus après coup parce qu'il y en a un qui a survendu sa boîte et le second qui ne peut que faire le constat d'un très gros décalage entre ce qu'on lui a vendu et la réalité de terrain quotidienne. Troisième point, indiquer les salaires, ou tout au moins une fourchette assez approchante. Arrêtez ce tabou avec l'argent. Parce que ça, j'ai envie de dire, indirectement, c'est aussi révélateur de votre management et des pratiques de votre entreprise où les rémunérations sont cachées. Donc vous entretenez des fantasmes entre les statuts cadres et les statuts employés, par exemple. Et ce genre de fantasme ne participe pas du tout à la fluidité de la communication dans votre boîte. Réfléchissez un peu à ça vu de l'extérieur. Ok, je suis un peu provoque. Mais en même temps, honnêtement, vous croyez vraiment que les candidats ils postulent pour vos beaux yeux? Alors ne perdez pas votre temps qui est précieux et ne faites pas perdre celui du candidat non plus. Quatrième point, respectez vos potentiels futurs collaborateurs juste en accusant réception de leur intérêt pour votre entreprise. Arrêtez les processus de recrutement à rallonge qui ne font en fait que démontrer quelque part votre incapacité à prendre une décision. Vous êtes responsable, vous êtes payé pour prendre des risques à un moment donné. Vous faites des erreurs, comme tout être humain, vous en avez fait, et vous continuerez à en faire, et vous les assumerez. Et franchement, dans le pire des cas, vous, comme le candidat, vous avez toujours une période d'essai pour valider si ça peut effectivement matcher. Alors le risque, il est plutôt limité quand même. Hein. Sixième point, faites preuve d'humilité. Arrêtez d'avoir l'arrogance de penser que parce que vous offrez un job, vous avez le beau rôle. Comme je l'évoquais plus haut, oui, bien sûr, le marché de l'emploi est tendu. Mais si vous conservez cet état d'esprit, bien sûr, vous allez arriver à recruter. Mais avec un postulat de départ qui est faussé. Le candidat, il fera quelque temps dans votre entreprise, mais le cas échéant, il ira très vite voir ailleurs si les conditions ne lui conviennent pas. Et vous, vous continuerez à pester comme quoi vous avez du mal à recruter, blablabla. Si vous ne changez pas vos méthodes, vous allez accroître vos difficultés. Alors parce que bien sûr, vous allez arriver à combler les trous, mais votre équipe qui est déjà en place, elle va finir par s'épuiser, se démobiliser, parce que vous aurez trop tiré sur la corde. Alors vous allez arriver à contenir vos dysfonctionnements internes pendant quelques temps. Mais vous savez aussi que la vérité finit toujours par se savoir. Donc vos dysfonctionnements internes, ils vont finir par transpirer à l'extérieur, auprès de vos clients, vos fournisseurs, vos prestataires, vos partenaires. Vous allez arriver à contenir les choses pendant quelques temps, vous allez rattraper le coup une fois ou deux peut-être, mais à terme, vous allez risquer des dysfonctionnements majeurs qui risquent aussi de mettre en péril la pérennité de votre boîte. Alors, restez cool et changez vos pratiques. Vous savez bien que ce ne sont pas les autres qui doivent changer ou qui changeront. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de changer et personne d'autre. Je crois que vous connaissez la célèbre phrase que l'on prête à Albert Einstein. Tu ne peux pas espérer un résultat différent avec l'état d'esprit qui l'a créé. C'est pas qu'une citation, il faut savoir la mettre en pratique aussi de temps en temps. Alors le monde va vite, le monde a changé et ces changements ils sont irréversibles. Alors respirez et back to basic comme on dit. Arrêtez les blablas, revenez aux essentiels, simplement avec fluidité et tout le monde s'en portera mieux. Un recrutement reste une rencontre, un échange, ne l'oubliez jamais. Et il me semble que dans ces périodes de grande adversité, ça va devenir plus que salvateur. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Alors je ne doute pas de votre bonne volonté et de votre envie de bien faire, mais je me permets d'insister et débarrassez-vous de vos vieux process qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionneront plus. Clarifiez vos intentions et puis osez, soyez créatifs et faites-le avec simplicité et dans la joie, quoi. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous au vu des derniers échanges que j'ai pu avoir sur ces sujets qui ont pu m'inspirer et tout ceci aussi en lien avec ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre lors de mes propres expériences. J'espère que ça vous aura intéressé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis si vous pensez que ça peut intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur partager. Je vous rappelle la règle du jeu qui reste la même sur les réseaux, alors merci de liker, de vous abonner pour que l'on puisse rester connecté. Autour de vous, n'hésitez pas à leur partager.
Je vous rappelle la règle sur les réseaux sociaux. Alors merci de liker, de vous abonner afin que l'on puisse rester connecté. Et puis par ailleurs, si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement individuel, vous avez le lien pour le faire dans la barre de description. Alors je vous dis à très vite avec de nouveaux sujets et puis passez une belle journée ou une belle soirée selon votre heure d'écoute. À bientôt, ciao.